c'était une très belle évocation de l'Allemagne, hein. Quand même la description physique, hein, le genre de choses que je ne serais pas capable de faire, mais je vais beaucoup en Allemagne, moi j'aime beaucoup m'y promener, et ce sentiment d'un passé perfectionné et modernisé, en fait. Mais par contre, je pense que vous faites des illusions sur le Moyen-Âge. Pourquoi ? Qui était quand même assez bordélique. Mon modèle historique général de lutte des classes, c'est que la lutte des classes, c'est bien entendu des classes inférieures au sens technique qui se mettent en mouvement. C'est une phase qu'on a déjà eue, les Gilets jaunes, mais que ça ne devient dangereux que quand la petite bourgeoisie s'en mêle, et la prise de conscience des enseignants avec cette histoire de retraite, c'est le début d'une nouvelle phase. Mais c'est une phase, la lutte des classes, c'est tout le monde contre les 1% d'en haut. C'est une société réunifiée. Emmanuel Todd, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, c'est publié aux éditions du Seuil. Je vous présente mes 3 camarades qui viennent prolonger cette émission. Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Hervé Gardette. Bonjour à tous les 3. Hervé, bonjour. De quoi allez-vous nous parler ? Harry, Meghan et moi, même combat. Mathilde Serrel. 1917 est-il inspiré de Call of Duty ? Et enfin, Aurélien Bélanger. Peut-on être lecteur de Todd et germanophile ? Dans quelques instants, il est 8h45 sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny. Entendez-vous la mort qui rôde ? Nouvelle série consacrée à l'économie du repos éternel. Que transmettons à l'heure du trépas ? Quel est le prix de la vie ? Et quelles inégalités face à la mort ? Des pompes funèbres au cimetière ? Cette année, nous passons le mois de janvier et son Blue Monday, 6 pieds sous terre. L'économie de la mort, entendez-vous l'écho ? De lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr. 8h45, Hervé Gardette, ce matin vous faites le bilan à mi-saison de votre chronique et le constat est sans appel, vous êtes radicalisé. Je vais dire vous aussi. Eh oui, vous pensez à qui ? J'avais en tout cas pourtant pris les devants. Dès ma deuxième chronique, j'exprimais quelques inquiétudes quant aux effets d'une trop grande proximité avec mon sujet. La transition écologique n'allait-elle pas devenir le tombeau de mes principes journalistiques ? Liberté éditoriale, égalité de traitement, neutralité politique. Pour avoir formulé ces doutes publiquement, je pensais être immunisé, cochon qui s'en dédie. Je ne deviendrai pas un journaliste militant. Mais voilà que samedi soir, au milieu d'un repas consacré à l'évocation pêle-mêle du conflit sur les retraites, des violences policières, du prix de l'immobilier, de comment vont les enfants et de la qualité du poisson qui nous était servi, la personne assise à ma gauche me fit cette remarque : « Tu ramènes tout à l'écologie ». Je ramène tout à l'écologie ? Ah ouais ? Et tu crois que c'est avec ce genre de remarques qu'on va sauver la planète ? Et bim. La discussion aurait pu dégénérer si la serveuse du restaurant n'était pas venue nous interrompre. Répondant enfin à ma question sur la provenance du filet de turbo, oui, il est bien issu de la pêche responsable, ainsi qu'à ma demande sur la température ambiante, non, nous ne pouvons pas baisser les radiateurs à 16 degrés. Alors, contrairement à ce qu'on prétend, la nuit ne porte pas conseil, ce sont les insomnies qui vous éclairent. La mienne fut courte, consacré à refaire le film de mon évolution personnelle depuis le mois de septembre. Alors soyons lucides, c'est ma voisine de gauche qui avait raison. Je ramène tout à l'écologie. Réflexe envahissant. Je ne peux plus regarder s'envoler un avion sans mauvaise pensée, ni regarder une vidéo en ligne sans mauvaise conscience. Pour rester crédible et intègre, j'ai renoncé aux soldes d'hiver, au foie gras, aux taxis, aux enceintes connectées, au Thermomix, à la 5G. Par chance, s'il y a de moins en moins d'insectes en été, j'aurai trop de scrupules à les écraser. Faire les courses au supermarché est devenu un calvaire, un voyage au pays des infidèles. Comme aurait dit MacMahon, que de plastique, que de plastique. Tout y est sous blister, même le papier d'emballage est emballé. La littérature n'est même plus un refuge. Pour peu qu'on y croise un petit coin de nature, le moindre roman devient visionnaire. Germinal n'est plus un livre sur la condition ouvrière, mais une prophétie sur la fin du charbon. J'ai expulsé le rouge et le noir de ma bibliothèque, ça manquait de verre. De la même manière que le chroniqueur de mode aura du mal à tenir une conversation sans déshabiller du regard son interlocuteur, le chroniqueur en transition ne se déplace plus sans son calculateur de bilan carbone
carbone. L'écolo converti est comme l'ancien fumeur, il ne supporte plus la fumée d'usine, bien sûr. Il faut dire que les mêmes qui vous reprochent une conversion trop rapide sont ceux qui vous assignent à cette nouvelle identité. Ce n'est pas seulement votre regard qui change, mais celui des autres. Après le « Tiens, toi qui es une femme, tu penses quoi de Marlène Schiappa ?» Voici le « Tiens, toi qui es écolo, tu penses quoi de Nicolas Hulot ?» Je comprends mieux Harry et Meghan qui, pour échapper à cette assignation qu'est leur condition royale, ont fait le choix de devenir roturiers. Et j'envie, j'avoue, les éditorialistes politiques, eux qui savent si bien et en toutes circonstances garder leur distance avec leur objet. Le journalisme militant, quelle plaie. Merci Hervé Gardette. Une réaction, Emmanuel Todd. Non, mais je veux dire, quand il est question d'écologie, je me tiens à carreau parce que... La famille royale britannique, vous êtes un peu anglais. Qu'est-ce que je vous dis sur la famille royale britannique? Pour moi, il y avait une... Écoutez, je pensais que votre métier d'origine, en tout cas, était celui de l'anthropologie familiale. Oui. Il y a des gens qui, semble-t-il, veulent être déclassés puisqu'ils refusent de continuer à être des altesses royales britanniques et ils préfèrent être roturiers. Je pensais que l'anthropologue qui a fait ses études avec Peter Laslett... Non, évidemment, j'admets que j'ai suivi, j'avais à peu près prévu ce qui allait se passer, mais ce n'est pas mon domaine de compétence. Ce qui m'intéresse, question britannique, c'est que ça y est, on approche du Brexit, ça va se faire et ça va ouvrir une nouvelle période de l'histoire européenne. La première idée qui me vient, c'est que on dit le Brexit, c'est un truc de populiste encore, etc. Bon, l'Angleterre, c'est le pays magique, effectivement, où une partie des classes dirigeantes a pris en charge la volonté du peuple. Donc l'Angleterre, à la différence de la France, est une vraie démocratie. Et qui plus est, cette démocratie a une famille royale qui est respectée par la population. Et donc, en Angleterre, on est confronté à une situation vraiment ingérable intellectuellement par les dénonciateurs du populisme, c'est-à-dire un pays où la classe dirigeante respecte le peuple et où le peuple respecte l'establishment et la monarchie. Et donc, c'est le pays où la notion de populisme se dissout dans l'absurde. Le Japon, elle n'a pas à se dissoudre, car au Japon, où tout ça serait vrai également, il n'y a juste pas de populisme. Mathilde Serrel, votre théorie culturelle, elle porte sur un nouveau phénomène immersif, le film 1917 de Sam Mendes. Si vous avez un projet à défendre, je vous conseille d'y adjoindre l'adjectif immersif. Exposition, pièces de théâtre, parcours pédagogique, l'expérience immersive à la cote, qu'il s'agisse de dispositifs gadgets ou de véritables révolutions formelles, peu importe, l'immersif est devenu une valeur en soi, bref, un argument massu. Le film de guerre 1917 de Sam Mendes, qui figure parmi les favoris aux Oscars et a réussi à détrôner le dernier Star Wars au box-office, incarne cette tendance immersive au cinéma. Ma théorie, c'est qu'il manifeste l'avènement d'une vidéo ludification des arts, et cela pose un certain nombre de questions, somme toute assez passionnantes. 1917 est un film immersif, certes, cela a été beaucoup dit, mais aussi un film foncièrement vidéoludique, au sens où il emprunte à l'univers des jeux vidéo. D'abord, dans son principe scénaristique, le film de Sam Mendes se définit avant tout par une mission à accomplir. 2 caporaux britanniques ont 24 heures pour traverser les lignes ennemies et délivrer un message à un bataillon qui s'apprête à donner l'assaut et faire tomber 1600 hommes dans le piège tendu par les Allemands. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Bonne chance. Ça pourrait totalement être dans un jeu vidéo. Ce principe de mission, cette unité de temps et cette traversée des différentes étapes à l'intérieur d'un cadre conçu comme un long plan séquence donne la sensation de suivre les héros à travers les niveaux d'un jeu. La guerre, les tranchées, les corps morts et les villages en ruine deviennent les éléments de décor de ces niveaux dont la difficulté va en s'intensifiant quant aux rencontres avec les autres personnages. Elles sont autant de séquences du jeu. Sans divulgacher, on peut dire que les héros
héros vont interagir avec des personnages qui entrent dans une typologie assez proche du jeu vidéo, car il y a les méchants à éliminer, pilotes allemands zombies qu'il n'aurait pas fallu sauver, ou soldats en embuscade derrière une porte. Et puis il y a les personnages sources d'indices, les personnages sources de moyens de transport, ou encore les personnages sources de force. Bref, les événements semblent faire évoluer en temps réel une sorte de jauge de points. Si les spectateurs ne participent pas au film, ce qui distingue fondamentalement l'expérience de celle d'un jeu vidéo, ces codes immersifs et narratifs consacrent, si l'on en doutait, l'idée que les jeux vidéo influencent bien plus le cinéma que l'inverse. Comme le soulignait d'ailleurs un éditorial du journal Le 1 dans un numéro spécialement dédié à ce véritable continent culturel, le jeu vidéo pénètre nos réflexes, nos imaginaires, nos rêves. Que le cinéma, comme d'autres arts, reflète l'importance de cette nouvelle culture populaire est tout à fait logique. Avec 1917, le principe immersif et les composantes structurelles du jeu font même évoluer l'histoire des films de guerre. Pour autant, il se dégage avant tout de 1917 une logique de technique et de spectacle. On peut dire que Sam Mendes n'a peut-être pas réalisé un grand film d'histoire, mais un film qui marque l'histoire du cinéma en tant que proposition vidéoludique. Reste à savoir ce que nous ferons de ces nouveaux modes de représentation. Transformer cette année charnière de la Première Guerre mondiale en grand gameplay pose la question de la moralité d'un tel dispositif cinématographique, comme il fut question un temps de la moralité de certains plans. Merci Mathilde Serrel, 8h55 sur France Culture. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie. J'ai effectué un court voyage en Allemagne, devant la 100e maison à toit pentu, la 10e échoppe bien tenue, la 3e église en pierre sombre, devant les pierres tombales en grès rouge et à caractère arrondi du cimetière. J'ai eu une révélation très nette. L'Allemagne, ce n'est pas un pays, c'est un continent géographique, un continent historique, et ce continent, c'est le Moyen-Âge. Un Moyen-Âge à ce point idéalisé qu'il a fini par tenir lieu de constitution secrète à la nation rhénane. Le Moyen-Âge comme nation, l'idée que toutes les choses bien faites s'emboîtent gracieusement, le Moyen-Âge comme nation, un sentiment d'achèvement, des fenêtres bien peintes aux pelouses bien propres, un sentiment de grâce permanente, si la grâce était quelque chose de fade et de monotone, une sorte de régularité concédée à la vie bonne, de régularité comme récompense. Si vous tenez bien vos maisons, vous aurez à la fin de belles pierres tombales et des audits entre les deux. Le Moyen-Âge comme nation, l'idée d'un achèvement quelconque de l'Occident dans les rues du premier bourg venu, d'un paradis modeste pour urbanistes prudents. Non seulement tous les feux tricolores fonctionnaient à Sarrebruck, mais même leurs signaux sonores, système de redondance destiné aux aveugles, tintaient impeccablement dans la petite ville. Mais d'aveugles, je n'en ai pas vu un seul, comme si ces tintements étaient là seulement pour en éterniser le souvenir médiéval. Je n'ai pas vu d'enfants non plus d'ailleurs, et même pas un cri en passant devant un gymnasium, pas d'enfants, comme dans le conte médiéval du joueur de flûte de Hamelin. Et médiéval encore était l'énorme farce posée au milieu de la ville. La Sarre, longtemps occupée par les troupes françaises, devait finalement voter en 1935 son rattachement au Reich et se voir offrir, pour l'occasion, par le Führer, un très élégant théâtre néoclassique dessiné par Speer. Je pourrais longuement décrire ses aspects palladiens, mais je préfère faire court. Ce bâtiment a la forme d'un gigantesque oups. Un oups d'autant plus visible que la guerre en a nettoyé les abords, et comme partout en Allemagne, ces quartiers détruits et déblayés par les bombardements aériens et reconstruits après-guerre, malgré la modernité de leurs immeubles et la rationalité pleine de vide de leurs plans, ont gardé quelque chose des anciennes places médiévales. La foire annuelle qui s'y tenait a seulement été remplacée par des magasins d'électronique, des librairies géantes et des supermarchés bio. J'ai acheté un bretzel et je suis rentré dans un magasin Lego où m'attendait la maquette d'une pelleteuse pneumatique Liber, aussi grise que mon bretzel était salé. J'étais bien en Allemagne. J'associe d'ailleurs, depuis ma visite au musée de la Renaissance d'Écouen, l'Allemagne à ce genre de prouesse technologique miniature. On trouve là-bas la nef de Charles Quint, un galion mécanique d'une sophistication presque inimaginable, assemblé à la Renaissance par un horloger Swab. Mais plus impressionnant encore est là-bas le banc à tréfiler d'Auguste de Saxe. Il est vertigineux de se dire qu'une simple machine-outil ait pu un jour être aussi belle que celle-là. C'est la Joconde des machines. Je pense cependant qu'on se tromperait en parlant pour l'Allemagne de Renaissance. Même cette Allemagne-là, qui est aussi celle des gravures de Dürer, aucun monde nouveau n'est annoncé ici, mais seulement le perfectionnement infini et presque orientalisant du monde médiéval, l'acier damassé de cette machine, ces lointains de Dürer qui pourraient illustrer les contes des Mille et une nuits, c'est la vision éternisée d'un Moyen
Moyen-Âge qui serait si parfait qu'il aurait pu ne jamais finir. Goethe, lui-même, le génie parfait des Allemands, n'est pas un homme des Lumières, ou bien pas de celles que l'on croit. Ces Lumières sont celles de la Renaissance cistercienne, d'un fantasme retrouvé d'unité organique et charnelle de l'homme avec le monde. Je me disais tout ça dans la petite ville frontalière et un peu ingrate de Saarbrück. Quand j'ai regardé le nom de la rue, j'étais dans la Martin-Luther-Straße. Il y avait bien eu une Renaissance en Allemagne, c'était la réforme luthérienne, mais j'ai eu comme un doute sur la chronologie communément admise qui fait de la contre-réforme une réponse à la réforme. Et si Luther n'était pas plutôt la réaction de l'Allemagne à un risque imminent et plus terrifiant encore que tous les feux du ciel plus tard déversés sur les villes d'Allemagne pendant l'opération Gomorrhe, le risque terrifiant d'une modernisation soudaine, d'une victoire imprévue et tardive de l'évêque de Rome qui impliquerait la dissolution rapide des derniers fiefs de l'Europe médiévale. Merci Aurélien Bélanger. La réforme et la contre-réforme, c'était une très belle évocation de l'Allemagne, hein. Quand même la description physique, hein, le genre de choses que je ne serais pas capable de faire, mais je vais beaucoup en Allemagne, moi j'aime beaucoup m'y promener, et ce sentiment d'un passé perfectionné et modernisé, en fait. Mais par contre, je pense que vous faites des illusions sur le Moyen-Âge. Pourquoi ? Qui était quand même assez bordélique. Je veux dire, cet ordre allemand qui existe est une sortie du Moyen-Âge. Mais c'est pas de ça que je veux dire. La description, l'idée c'est de l'achever. Je sais que quand on voit une ville comme Rothenburg, qui semble sortie du passé, intacte, tout ce qui a échappé au bombardement, on plonge dans une Europe disparue, etc. Mais ça n'était pas le Moyen-Âge.